terrain. On va se peser. C'est le Mali qui a initié la doctrine de la libération totale et radicale de l'Afrique contemporaine. Aya Sebe, Tilana Yomi, vous devez savoir pourquoi on s'acharne contre le Mali. C'est la 4e raison. Maintenant, il y a une 5e raison pour laquelle on s'acharne contre le Mali. C'est que le Mali a réouvert le chemin vers les grandes alliances géostratégiques mondiales en faveur de l'Afrique, notamment à travers son alliance géostratégique, géopolitique avec la Fédération de Russie. Par là, le Mali a réactivé une partie du dispositif de l'ancienne guerre froide du XXe siècle, où, en Afrique, même quand un pays disait qu'il était non aligné, il devait choisir entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste. Aujourd'hui, ce n'est plus le clivage idéologique, capitalisme-socialisme, qui dirige le monde. Il y a un clivage nouveau qui dirige le monde, c'est le clivage entre l'hégémonie du monde unipolaire, dirigé par les États-Unis et leurs vassaux européens, et d'autre part, la réciprocité, l'équilibre, l'équité, le compromis, le consensus recherché par le monde multipolaire. L'opposition continentale et mondiale, maintenant, elle se fait entre le monde unipolaire, hégémonique, occidental, et le monde multipolaire, consensuel, réciprocitaire, qu'on appelle le Sud global. Aya Sebe, Tilana, comprenez le monde. Comprenons le monde et ne nous perdons plus, Africains. Le Mali est donc celui qui réarticule les pays de l'Afrique anciennement dites abusivement francophones, les renvoie dans la dynamique du monde multipolaire. Il ouvre le chemin d'une coopération géostratégique, géopolitique de libération avec la Fédération de Russie, ce qui lui permet par là même d'entrer à travers la Fédération de Russie, par extension la Chine, allié naturel de la Russie, au Conseil de sécurité avec des bras robustes. Voilà pourquoi le Mali n'a pas pu être frappé par une résolution des Nations Unies. Et voilà la 5e raison pour laquelle on en veut au Mali. C'est que c'est le Mali qui a taillé le croupion à la France au Conseil de sécurité des Nations Unies en réussissant à arracher un partenariat stratégique ferme avec la Russie et avec la Chine. Et c'est dans cette faille géopolitique, géostratégique, que se sont engouffrés les Burkinabés, que se sont engouffrés les Nigériens. Et c'est dans cette faille que toute l'Afrique est en train de s'engouffrer, la faille permettant à l'Afrique de respirer dans le monde multipolaire, respirer dans les BRICS, respirer à travers de nouveaux accords de coopération et de défense, gagnant-gagnant. Voilà pourquoi on en veut au Mali. Je peux ajouter une 6e raison, qu'il ne faut pas oublier. Le Mali est l'un des rares pays africains à avoir conservé son rapport à ses racines multimillénaires. À travers ses langues, et notamment sa langue la plus parlée, le Bambara, le Malien et la Malienne sont en contact direct avec leurs ancêtres. Ils ont préservé le socle de notre tradition. La majorité des Maliens est musulmane, une minorité des Maliens est chrétienne, mais tous les Maliens sont des traditionnalistes africains. Aya Sebe. C'est-à-dire que personne au Mali ne peut dire qu'il est malien sans relation aux ancêtres. Or, le Mali, là, c'est une civilisation multimillénaire. C'est sur plusieurs milliers d'années. Le fait que les Maliens et les Maliennes aient préservé, malgré les apports des religions venues du Moyen-Orient, préservé le rapport à leurs racines, notamment à travers leur langue, en fait, eh bien, une source de réenracinement de tous les Africains. Quand un Africain veut profondément se sentir africain, je lui recommande de faire un pèlerinage au Mali. Je recommence. Quand un Africain ou une Africaine voudrait se sentir pleinement africain, je leur recommande de faire un pèlerinage au Mali. Une 3e fois, africain, si tu n'as jamais eu l'occasion de te sentir pleinement africain, il y a un pays africain où tu peux parfaitement te ressourcer, c'est le Mali. Va au Mali. Organise-toi des séjours au Mali, va rencontrer les gardiens de la tradition. Avec le temps, va visiter nos parents, les Dogons, dans les falaises de Badiangara.
va dans les cercles traditionnels maliens, va dans les grandes familles, va écouter les griots et les griots qui préservent la mémoire des siècles, va à Tombouctou, assois-toi dans l'université de Tombouctou où on formait les petits blancs au Moyen-Âge. Écoute la voix des 333 saints. Va au cœur de Kidal. Va voir l'Afrique ancienne, toujours vivante, au Mali. Parce que leur civilisation n'a pas été rasée, raclée. Tu le vois même à la manière dont ils s'habillent, depuis l'entrée de la ville jusqu'à la sortie. Depuis l'entrée du village jusqu'à la sortie. Tu le vois à la manière dont ils mangent. Tu le vois à la manière dont ils vivent ensemble. Est-ce que vous comprenez? On en veut donc au Mali parce que le Mali est un greffon de réenracinement. À partir de la bouture malienne, toute l'Afrique se réenracine. Tout Africaine et tout Africain qui sont passés par le Mali et qui avaient perdu la saveur de la civilisation africaine la retrouvent. On en veut au Mali pour cela. Parce que c'est un pays qui a gardé une personnalité culturelle, civilisationnelle. Le vent du changement souffle à nouveau sur le continent africain. Dans une déclaration qui a fait réagir bien au-delà de ses frontières, le panafricaniste Franklin Nyamsi a relayé les propos des autorités maliennes annonçant une décision qui marque un tournant majeur. Le Mali affirme ne plus vouloir s'appuyer sur les puissances qu'il considère comme liées, directement ou indirectement, aux sources du terrorisme qui ravage la région. Une phrase forte a retenu l'attention. À partir de maintenant, le Mali ne combattra plus jamais les terroristes en s'appuyant sur les puissances qui les ont créés, qui les arment, qui les financent et qui les médiatisent. Ces mots, simples mais d'une profondeur politique rare, sonnent comme un acte d'indépendance, un refus catégorique de la contradiction, un appel à la cohérence nationale. Pour beaucoup, cette déclaration n'est pas un simple communiqué diplomatique. Elle représente un acte de foi envers la souveraineté réelle, une manière de dire « Nous avons compris la logique du monde et nous choisissons de nous en détacher ». Car dans le fond, c'est d'un réveil qu'il s'agit, celui d'un peuple et d'un État décidés à reprendre la maîtrise de leur destin. En prononçant cette rupture, le Mali ne parle pas seulement pour lui-même. Il parle au nom de tous ces peuples africains qui, depuis trop longtemps, vivent dans le paradoxe d'une indépendance théorique et d'une dépendance pratique. Cette parole a le goût du courage et le parfum de la lucidité. Derrière cette position, il y a une idée, celle que la souveraineté ne se mendie pas, qu'elle se conquiert par des choix difficiles, parfois solitaires, mais nécessaires. Le Mali envoie un message clair. La dignité d'un peuple commence lorsqu'il décide de ne plus combattre les causes du mal avec ceux qui en tirent avantage. Et à travers cette posture, une question traverse tout le continent. Quelle leçon pour l'Afrique? Cette interrogation est au cœur de la mission de notre chaîne. Quelle leçon pour l'Afrique, qui ne se contente pas de commenter l'actualité, mais cherche à en tirer la substance, la sagesse et la conscience. Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre du Mali. Ce n'est pas simplement une question d'alliance ou de géopolitique. C'est une réflexion sur la manière dont l'Afrique conçoit sa liberté. Depuis des décennies, les nations africaines se sont souvent tournées vers des partenaires extérieurs pour résoudre leurs crises internes, espérant y trouver la sécurité et la stabilité. Pourtant, les résultats ont rarement été à la hauteur des attentes. La décision du Mali, soutenue par Franklin Nyamsi, apparaît comme une réponse à cette impasse. Pour sortir du cercle de la dépendance, il faut d'abord briser les réflexes de soumission. Dans le fond, le Mali ne rejette pas le monde. Il refuse simplement de se battre sous l'influence de ceux qui l'accusent d'avoir participé à son désordre. C'est une affirmation d'autonomie et une exigence de cohérence. Ce pays veut désormais établir ses alliances sur la base du respect mutuel, et non de la peur ou de l'intérêt. Ce choix peut sembler audacieux, voire risqué, mais il traduit une volonté de maturité politique. En s'appuyant sur des partenaires qui n'ont pas d'agenda caché dans la région, le Mali revendique le droit de choisir ses propres soutiens, de redéfinir les règles de sa coopération internationale. Et cette démarche invite toute l'Afrique à s'interroger sur la nature de ses propres partenariats. Sont-ils fondés sur la confiance ou sur la contrainte? Cette décision ouvre également une nouvelle page dans le grand livre de la géopolitique mondiale. Franklin Nyamsi évoque l'idée que le Mali s'inscrit désormais dans une dynamique multipolaire, c'est-à-dire un monde où plusieurs puissances coexistent et coopèrent au lieu d'être dominées par un seul centre de pouvoir. Selon lui, le Mali, en se rapprochant de la Fédération de Russie et d'autres acteurs du Sud global, cherche à replacer l'Afrique au cœur des équilibres planétaires. Ce n'est pas une posture de confrontation,
mais de repositionnement. Le pays veut s'affirmer comme un partenaire libre, capable de dialoguer avec tous, sans être prisonnier d'un seul bloc. Mais cette orientation suscite une question fondamentale. L'Afrique est-elle prête à tirer profit de cette diversité d'alliances, ou risque-t-elle de retomber dans de nouvelles dépendances, simplement déguisées? C'est ici que la réflexion de quelle leçon pour l'Afrique prend tout son sens. Il ne s'agit pas de glorifier ou de condamner un choix politique, mais d'en dégager la leçon, celle de la vigilance et de la responsabilité. Les alliances, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, ne valent que si elles servent les peuples, pas si elles les instrumentalisent. La véritable révolution, dans tout cela, n'est pas seulement diplomatique. Elle est mentale. En disant « nous allons nous peser sur le terrain », le Mali affirme sa volonté de s'évaluer par lui-même, de ne plus attendre la validation extérieure pour agir. C'est là un changement de paradigme majeur. Pendant trop longtemps, les nations africaines ont cherché la reconnaissance avant la performance. Le Mali, lui, semble dire « la dignité précède la victoire ». Et cette attitude a une résonance profonde sur tout le continent. Elle réveille cette idée que la liberté commence par la confiance en soi. Ce choix est aussi une guerre d'idées. Car dans le monde d'aujourd'hui, la bataille la plus décisive n'est pas celle des armes, mais celle du récit. Celui qui raconte les événements impose la vérité perçue. Et Franklin Nyamsi le rappelle, les puissances qui médiatisent les conflits africains jouent souvent un rôle clé dans la construction des opinions internationales. Le Mali, en décidant de reprendre la parole, de s'exprimer par ses propres voix et par ses propres médias, reprend le contrôle de son image et de son histoire. C'est un geste symbolique, mais déterminant. Depuis des siècles, l'Afrique a été racontée par d'autres. Aujourd'hui, elle commence à se raconter elle-même. Et c'est là l'une des grandes leçons que quelle leçon pour l'Afrique souhaite transmettre. Aucun peuple ne peut avancer tant qu'il n'a pas repris possession de son récit collectif. En observant le Mali, nous comprenons que la bataille du XXI siècle n'est pas seulement politique ou militaire. Elle est culturelle, intellectuelle, narrative. Elle consiste à oser dire sa vérité, même quand elle dérange. Dans cette démarche, le Mali ne se présente pas comme un modèle, mais comme un symbole. Il incarne le courage de rompre avec la peur, la volonté de choisir la cohérence plutôt que la facilité. Ce geste, que certains qualifieront de téméraire, est avant tout une affirmation d'existence. Et c'est peut-être pour cela qu'il inspire autant qu'il dérange. L'histoire retiendra peut-être ce moment comme celui où un État africain a décidé de marcher seul pour mieux avancer ensemble. Car c'est souvent dans la solitude du choix que naît la solidarité des peuples. Le Mali, en redéfinissant sa trajectoire, invite toute l'Afrique à réfléchir à la sienne. Et la question demeure, brûlante, essentielle. Quelle leçon pour l'Afrique? Peut-être celle-ci, qu'il n'y a pas de souveraineté sans courage, pas de liberté sans responsabilité, et pas de dignité sans cohérence. Le Mali a simplement choisi d'assumer son destin, sans tuteur ni caution. À nous, Africains, de comprendre que chaque geste de lucidité, chaque parole de vérité, chaque réflexion partagée est une pierre posée sur le chemin de notre émancipation collective. Alors, amis de quelle leçon pour l'Afrique, continuons à réfléchir, à débattre, à partager. Car chaque partage, chaque commentaire, chaque abonnement à cette réflexion commune n'est pas un acte anodin. C'est une participation consciente à la construction d'une Afrique lucide, digne et responsable. Et c'est peut-être cela, la plus grande victoire, celle d'un continent qui apprend enfin à se regarder en face et à se relever, ensemble. Le Mali, ce nom qui résonne dans l'histoire comme un écho de grandeur, n'est pas un simple territoire d'Afrique de l'Ouest. C'est une mémoire vivante, un espace d'âme et de symboles, un lieu où le passé et le présent s'entrelacent pour donner sens à l'avenir. Quand Franklin Nyamsi parle du Mali, il ne parle pas seulement d'un pays. Il parle d'un héritage, d'une matrice de civilisation qui a autrefois éclairé le monde africain et dont la flamme, aujourd'hui, renaît sous une autre forme, celle de la conscience retrouvée. Car avant d'être une nation moderne, le Mali fut un empire. Un empire de savoir, de commerce, de foi et d'humanité. De Tombouctou à Gao, de Djenné à Niani, les routes de sable portaient autrefois les pas des érudits, des voyageurs, des savants et des poètes. Le nom du Mali évoquait la stabilité, la prospérité, la sagesse. L'université de Sankoré attirait les esprits les plus brillants d'Afrique et du monde musulman. Les manuscrits de Tombouctou, aujourd'hui encore, témoignent de cette grandeur oubliée. Des milliers de pages écrites à la main, retraçant la philosophie, la médecine, la jurisprudence, la poésie et les sciences naturelles africaines bien avant l'ère coloniale. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la force du Mali n'a jamais été seulement militaire. Sa puissance était d'abord morale et spirituelle. Les anciens souverains savaient qu'un peuple sans mémoire est un peuple vulnérable et que la véritable arme d'une civilisation réside dans sa capacité à se connaître et à se raconter.
C'est cette dimension que Franklin Nyamsi met aujourd'hui en avant, la reconquête du territoire intérieur avant la reconquête du territoire géographique. Car tant que les Africains ne seront pas réconciliés avec leur propre image, ils ne pourront pas défendre leur place dans le monde. Et c'est ici que la nouvelle stratégie du Mali prend tout son sens. Derrière les discours militaires se cache une philosophie plus profonde, celle de la restauration de l'âme nationale. Refuser la tutelle étrangère, ce n'est pas seulement un geste politique, c'est un acte de foi. C'est dire au monde, nous ne voulons pas seulement être libres, nous voulons redevenir nous-mêmes. Ce retour à soi est peut-être la forme la plus haute de la révolution africaine contemporaine. Dans ce contexte, le Mali devient une sorte de miroir. Ce que ce pays vit aujourd'hui, chaque État africain pourrait le vivre demain. La révolte contre les puissances extérieures n'est pas une haine, mais une affirmation, celle du droit d'exister selon ses propres principes. Et ces principes ne sortent pas du néant, ils sont enracinés dans des millénaires de culture, de spiritualité et de sagesse africaine. Le peuple malien, comme tant d'autres, se souvient confusément de ce qu'il fut, et sans confusément ce qu'il doit redevenir. Ce n'est pas un hasard si, dans les discours officiels et populaires, reviennent sans cesse les mots dignité, fierté, honneur. Ce ne sont pas des slogans politiques, ce sont des souvenirs de civilisation. Franklin Nyamsi insiste souvent sur cette idée. L'Afrique ne se libérera pas par les armes seules, mais par la restauration de ses repères spirituels et moraux. Le combat du Mali n'est pas seulement une guerre contre le terrorisme ou contre la domination étrangère. C'est une guerre contre l'oubli. Car le véritable drame africain, c'est l'amnésie imposée. Pendant des siècles, les manuels, les médias et les récits étrangers ont façonné une image réductrice du continent, celle d'un espace sans histoire, sans pensée, sans contribution. Or, le Mali fut précisément le contraire de cette caricature. Il fut un centre d'intelligence, un phare du savoir, un lieu où l'on étudiait la logique, la rhétorique, la théologie, les mathématiques et l'astronomie. Aujourd'hui, la renaissance du Mali n'est donc pas une aventure isolée. C'est une redécouverte de soi. À travers ses choix politiques et diplomatiques, ce pays remet à l'ordre du jour une question essentielle. Que signifie être africain au XXI siècle? Être africain, est-ce consommer les modèles venus d'ailleurs ou réinventer ses propres modèles à partir de sa propre mémoire? Cette interrogation traverse tout le continent. Et c'est pourquoi, dans nos réflexions sur quelles leçons pour l'Afrique, le Mali n'est pas seulement un sujet d'actualité, il est une parabole, un symbole vivant. Dans les paroles de Franklin Nyamsi, on retrouve souvent cette idée de réhabilitation du sacré africain. Dieses Handy ist neu. Dieses hier wurde von Backmarket professionell erneuert. Es kann alles, was ein brandneuer... Il ne s'agit pas de religion au sens strict, mais de redonner à la vie africaine sa profondeur, sa verticalité. Car une société sans transcendance devient rapidement une société de consommation, sans but, sans âme. Le Mali, dans sa manière de penser sa souveraineté, réintroduit cette dimension spirituelle dans la politique. Il rappelle que gouverner, c'est d'abord servir le bien commun, préserver l'équilibre, respecter la terre et les ancêtres. C'est une conception du pouvoir que l'Afrique ancienne connaissait bien et que la modernité a souvent effacée. Le retour de cette conscience pourrait bien être le fondement d'une nouvelle civilisation africaine. Une civilisation qui n'imite pas, mais qui assume. Une civilisation qui ne cherche pas à rivaliser avec l'Occident, mais à se retrouver elle-même. Le Mali, par sa posture actuelle, montre que la grandeur ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans la cohérence morale. Il rappelle que la force d'un peuple n'est pas dans son PIB, mais dans son unité spirituelle. Et c'est là que réside le véritable enjeu du futur, la capacité de l'Afrique à s'unir autour de valeurs communes. Si le Mali devient un exemple, ce n'est pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il ose. Il ose affirmer que le monde doit aussi s'équilibrer à partir du Sud. Il ose montrer qu'un petit pays, s'il croit en lui, peut influencer les débats planétaires. Il ose redonner à l'Afrique cette confiance perdue, celle qui permet de dire « Nous ne sommes pas contre le monde, mais nous refusons d'en être les instruments ». Cette renaissance s'exprime aussi dans la jeunesse malienne. Dans les rues de Bamako, dans les universités, dans les cercles culturels, une nouvelle génération parle désormais de panafricanisme, de souveraineté, de mémoire. Ces mots, autrefois considérés comme utopiques, redeviennent des sources d'inspiration. Et cette jeunesse n'est pas isolée. Du Burkina Faso au Niger, du Sénégal au Cameroun, des voix s'élèvent, réclamant la même chose, la reconnaissance du génie africain. Mais il serait naïf de croire que cette renaissance se fera sans résistance. Chaque fois qu'un peuple tente de se libérer, les forces du statu quo se réveillent. La bataille du Mali est aussi celle de l'influence, de la propagande, des récits manipulés. Franklin Nyamsi le répète souvent, la guerre médiatique est la plus dangereuse, car elle fabrique les consciences.
Voilà pourquoi Quelle leçon pour l'Afrique s'engage à participer à cette bataille du sens, en donnant la parole à ceux qui refusent le mensonge, en rendant visibles les vérités qu'on tente d'étouffer. Ce que vit le Mali aujourd'hui est à la fois un drame, un espoir et une révélation. Un drame, parce que le chemin de la souveraineté est semé d'embûches. Un espoir, parce qu'il réveille tout un continent. Et une révélation, parce qu'il prouve que la liberté n'est pas un don, mais une conquête. L'Afrique, pour renaître, doit réapprendre à croire en elle-même non pas contre les autres, mais pour elle-même. Ainsi, le Mali ne mène pas seulement une guerre géopolitique. Il mène une guerre spirituelle, morale et culturelle. Il se bat pour que les enfants africains n'aient plus honte de leur histoire, pour que les noms de Soundiata Keïta, de Kankou Moussa ou d'Amadou